Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Alors avant que j'oublie, je m'adresse, alors je ne sais pas où est la caméra, aux plusieurs centaines de personnes qui sont à distance, qui n'ont pas le privilège comme vous d'être à Nice. Et donc leur dire qu'on les accueille avec plaisir. S'ils étaient avec nous ce matin, ils verraient qu'il y a un beau soleil sur Nice. Que devant moi, j'ai Pascal Ferralis, qui est l'adjointe au maire, qui va intervenir dans un instant et qui est superbe dans une robe bleue que vous verrez tout à l'heure dans un instant. Mais je laisse un peu le suspense. Tout ça pour dire que devant moi, il y a des personnes qui sont rayonnantes de bonheur parce qu'elles savent que pendant 2 jours, elles vont partager un moment d'éthique important. Donc on va écouter dans un instant l'adjointe au maire, que je remercie d'être ce qu'elle est, de participer comme elle le fait à tout ce qu'on est en train de mettre en place avec la municipalité et au niveau plus régional. On en dira un mot dans un instant. Donc moi je me présente, je suis Emmanuel Hirsch. Et lorsque l'on a lancé avec l'espace éthique à Marseille, l'espace éthique méditerranéen, en 2012-2013, notre première université d'été, on ne savait pas qu'on fêterait notre 10e anniversaire. Cela étant, d'abord je les remercie, on est resté partenaires. Je remercie aussi les gens de l'espace éthique PACA, puisque maintenant il y a une redistribution des espaces éthiques et la région s'est agrandie avec des compétences et des talents, y compris on le verra à Nice. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas de fêter un 10e anniversaire, c'est de célébrer ce 10e anniversaire en pleine pandémie. C'est-à-dire, même si on dit qu'on est dans la période qui est après la pandémie et qu'on est dans le retour à la normale, pour nous, le retour à la normale, c'est imposé en termes d'éthique. C'est-à-dire de se dire, il faut développer une réflexion. Chacun a été sur le terrain engagé, affronté à des situations qui n'étaient pas théoriques, ce n'étaient pas des cours d'éthique, c'était une réalité pratique, avec des dilemmes dans la décision, dans les choix. Et on a été à l'espace éthique admiratif, et je pense que tous les espaces éthiques peuvent en témoigner, admiratif de ce qui s'est passé sur le terrain. Que ce soit dans les interventions au domicile, que ce soit dans les établissements, et quand on parle des établissements, on parle aussi des EHPAD, et certains d'entre vous y travaillent. On sait qu'il y a un après en termes d'éthique, et que cet après est riche de tous les talents, de toutes les compétences, de tout ce qui s'est déployé d'extraordinaire et dont on doit faire l'inventaire. Il y a eu les drames pour notre société, et chacun a été éprouvé directement ou indirectement. Il y a une comptabilité tragique des personnes qui sont mortes de la Covid-19. Il y a une tragédie humaine au niveau international, et on sait nos responsabilités aussi au plan international. Nous, on a été dans un pays qui a bénéficié quand même de moyens tout à fait à la hauteur des enjeux, même si encore une fois on pourra revenir sur le processus décisionnel, mais globalement on peut dire qu'on est plutôt fiers de ce que l'État, les pouvoirs publics ont mis en œuvre. Hier j'ai écouté le maire de Nice dans une grande plaidoirie politique, puisqu'il y avait un grand rassemblement politique qui était la rentrée du maire de Nice avec toute la population niçoise d'une manière très très conviviale qui l'a écouté. Il a dit à quoi les territoires, les municipalités ont été aussi sur le front inventives, et peut-être vous nous direz un mot, Pascal. Tout ça pour dire que cette université d'été sera quand même assez différente des autres universités d'été. Je pense que pendant des années, on a travaillé les uns et les autres, vous sur le terrain, nous en soutien en seconde ligne. On a travaillé pour essayer de mieux réfléchir à une éthique impliquée, à une éthique engagée, pour nous de plus en plus une éthique politique. Et c'est vrai que dans le contexte démocratique actuel, parler d'éthique a comme une signification. On voit toutes les incertitudes par rapport à certaines échéances, et affirmer les valeurs de l'éthique, les valeurs de la République à travers une université d'été n'est pas anecdotique. Se retrouver à Nice non plus n'est pas anecdotique, parce qu'on sait que c'est une ville qui a été éprouvée, qui a été sur le front à différents moments. Dans quelques jours, vous allez malheureusement célébrer l'anniversaire de la catastrophe qui a eu lieu dans la région niçoise, sur les hauteurs. Mais il y a aussi les attentats de 2016, il y a tout un ensemble d'événements. Et on a vu la capacité de mobilisation d'une cité, mais également des professionnels. Et avec l'équipe, on était il y a 2 jours au CHU, à la rencontre de professionnels qu'on avait déjà rencontrés, avec lesquels on avait échangé après la pandémie. On voit qu'il y a toute une culture, toute une intelligence. Alors on parle aussi beaucoup de cette adaptabilité, enfin il y a tout un ensemble de termes qui sont employés aujourd'hui. Je crois que ce qui est important, c'est de faire un point. Et on est content de vous accueillir pour faire ce point. Et pas uniquement un point pour faire la déploration et élaborer, j'allais dire, le constat de tout ce qui ne s'est pas fait ou de ce qui pourrait se faire différemment, aurait pu se faire différemment, mais pour voir qu'est-ce qu'on en tire comme intelligence. Et comment être inventif demain d'une éthique à la hauteur d'enjeux, puisque
On a une crise sanitaire, mais on est dans un contexte international où on voit que les fragilités de notre monde, et pas uniquement d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, nous saisissent et doivent appeler de notre part une capacité de prendre nos responsabilités. Deuxième point qui caractérise notre approche, et c'est une approche qu'on partage avec l'ensemble des espaces éthiques, l'expertise, ce n'est pas l'éthique d'en haut qui en détient les savoirs, les compétences. L'expertise, c'est vous qui devez la produire sur le terrain. Et une université d'été comme la nôtre, je disais avec d'humour, elle pourrait durer une semaine, elle pourrait durer un mois. Il faut prendre le temps de l'éthique. Il faut prendre le temps de la réflexion. On a constaté ces derniers mois, notamment avec certains médias, qu'on était dans l'immédiateté. On était dans des positions souvent très tranchées, très immédiates, sans véritablement prendre le temps et le souci de l'autre dans une intelligibilité du réel. On a besoin de cette intelligence, on a besoin de cette respiration démocratique, on a besoin de cet effort de la pensée. Et donc, je pense qu'il faut considérer cette université d'été comme une chance, une opportunité. Et si vous en vivez bien l'expérience, parce qu'on parle de plus en plus des expériences, si vous en vivez bien l'expérience comme celles et ceux qui vous ont précédé à travers l'année l'ont vécu, il faudra diffuser autour de vous tout ce qu'on va dire. Il y a, grâce aux médias aujourd'hui, on a la possibilité d'être en direct auprès d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu se déplacer, parce qu'une des réalités aujourd'hui qui est assez inquiétante, c'est comme on manque de personnel, comme les gens sont sur le front, ils sont post-Covid, peu sont disponibles pour aller à l'université d'été ou faire de la formation. C'est aussi un élément important, et c'est là où je remercie tout particulièrement Pierre-Emmanuel Brugeron qui est dans la salle. Je pourrais remercier chacun individuellement, comme le maire de Nice qui commençait à remercier à peu près toutes les personnes qui étaient dans la salle. Donc je me suis dit on y passera la soirée, mais je ne le ferai pas. Mais globalement, je voulais aussi remercier Pierre-Emmanuel parce que pour toute cette caution médiatisation, à travers à la fois l'événement qui est relayé, mais également le site, la transmission des savoirs, le partage, le croisement, et j'allais dire même la confrontation des savoirs, pour reprendre des expressions de notre philosophe que vous écouterez dans un instant, Paul Louveil-Dubuc. On a besoin de se confronter, pas de s'affronter, de se confronter, et de trouver aussi matière à espérer en trouvant des consensus. Je suis sûr que nous partageons, si on est ici, un certain nombre de valeurs, et encore une fois, pour nous, ce n'est pas des valeurs morales transcendantes, c'est vraiment les valeurs de la République. C'est un déterminant de notre université d'été. Je terminerai, et je me suis permis cette intervention un petit peu introductive, c'est un privilège que me suis octroyé, mais je dirais que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir vu, et beaucoup d'espaces éthiques en ont fait l'expérience, la vitalité des réseaux qu'on a développés à travers les années. Quand, comme les autres espaces éthiques et d'autres instances, on a décidé très rapidement, vers février 2020, de mobiliser les compétences, les talents, et d'être, j'allais dire, en réel, en relation directe avec ce qui se passait sur le terrain, que ce soit dans la décision en réanimation, que ce soit dans la gouvernance des hôpitaux, que ce soit également ce qui se passait sur le front des EHPAD, quand on a été auprès des professionnels. On n'a pas été dans la compassion, on a été dans la mobilisation. Et on s'est rendu compte qu'à travers les années, on avait construit quelque chose. Quand je vois notre éminente psychiatre d'un établissement de 1000 personnes de la région parisienne, Véronique Lefebvre-de-Venette, je dis toujours parce qu'elle se présente toujours comme ça, quand on voit à quoi tu as été confronté, mais aussi le fait que tu sois docteur en philosophie, t'a apporté une capacité d'approfondissement, on se dit les compétences en éthique, c'est aussi quelque chose de nécessaire. C'est pour ça qu'on construit nos universités d'été, et après 10 ans d'expérience, on a compris que c'était ainsi qu'il fallait faire, avec de la transmission de savoir, et puis aussi des échanges d'expériences, notamment dans les forums. Mais soyez attentifs, on a une chance, et je dois dire que pour moi c'est un privilège, c'est qu'à travers les années, à la fois on a constitué un réseau à travers les gens qui sont sur le terrain, qui sont dans la pratique, certains et certaines aujourd'hui ne sont pas là parce qu'effectivement ils sont dans l'engagement, encore une fois que ce soit au domicile ou dans des établissements, parce que l'éthique au domicile pose d'autres enjeux. Mais on a aussi, et on le voit à travers certaines personnes dans la salle, on a composé aussi une équipe. Et il y en a qui disent la team, l'équipe France, etc. pour les élections. Nous, on a l'équipe éthique. Et l'éthique éthique est le fait de magistrats comme toi, Anne, qui depuis des années, avec tes engagements, est présent pour nous conseiller, pour nous apporter l'amplitude. Des psychologues, je pourrais faire aussi à la fois le tour de certaines personnes qui sont ici et les désigner, et vous les verrez intervenir. Et je crois que c'est aussi une force, c'est-à-dire la pluralité des points de vue, la diversité des éclairages.
Et je pense que vous le verrez aussi avec notre grande Armelle, je ne sais pas où il est, Armelle à côté de son philosophe préféré, qui est Claude Debrue, un grand philosophe français, académicien. On voit à travers les années comment on a les uns et les autres approfondi, à titre personnel et au nom du collectif, un certain nombre de questions. Donc la force de cette université d'été, c'est aussi l'équipe qui s'est constituée, qui a eu du plaisir à se retrouver, que ce soit, j'allais dire, alors on a été à Toulouse, on a été un peu partout, mais j'ai l'impression, Pascal, qu'on a déjà une petite envie secrète, qui n'est pas liée qu'au palmier et à la promenade des Anglais, mais qui est liée au fait qu'on est si bien accueillis ici à Nice. Et je termine en donnant la parole à Pascal pour dire qu'on a entrepris, l'équipe de l'espace éthique notre national de maladies neurodégénératives, avec, j'imagine, d'autres espaces éthiques qui nous rejoindront dans l'aventure, on a entrepris, j'allais dire, une rencontre, une expérience, je dirais une relation tout à fait exceptionnelle avec la ville de Nice. Pascal, elle va en dire un mot, et pour beaucoup dans cette relation, puisque à travers nos déplacements depuis des mois, un peu plus de 2 mois, puisqu'on avait signé la convention avec le maire il y a plus de 2 ans avant la Covid-19, on voit qu'on a, à travers Christian Estrosi, un édile extrêmement engagé, extrêmement soucieux, non pas de la vulnérabilité, mais de reconnaître à chacun sa place et sa part dans la vie de la cité. Comment mobiliser une cité? Et là, on était tous éblouis, un laboratoire très très concret, et qui n'est pas dû au fait que uniquement beaucoup de personnes dans votre cité sont des personnes d'un certain âge. C'est une mobilisation aussi bien pour les jeunes, pour les personnes effectivement vulnérables dans la maladie, dans le handicap. Et on s'est dit donc qu'on allait développer, et merci d'avoir accédé à cette demande un peu réciproque à un moment donné, une relation sur plusieurs années, de voir de quelle manière une ville, alors on ne dira pas bienveillante, puisque je sais que votre maire n'aime pas l'expression bienveillante, il y a une dimension plus politique de l'engagement, des solidarités, de la citoyenneté, comment développer un travail, et un travail méthodique, qu'on a commencé à mettre en place, et peut-être que dans un instant, après l'intervention de Pascal, Fabrice en dira un mot, et puis on a maintenant un délégué régional avec Federico Palermiti qui va suivre ça au quotidien. Notre idée donc de faire, en collaboration avec Nice, un laboratoire très créatif, notamment pour les maladies neurodégénératives, en complémentarité de tout ce que vous avez mis en place, et avec des initiatives, et je termine là-dessus, qui ne sont pas anecdotiques, pour nous d'une richesse extraordinaire. Hier, on a rencontré, alors vous ne connaissez pas, j'ai appris que ça s'appelle Azur, Bleu Azur. Donc la régie, ce qui était la régie des transports, je ne sais pas si vous avez pris les transports de Nice, il y a toute une culture, toute une réflexion sur comment on est accueillant vis-à-vis des personnes en situation de difficulté, comment on assume une fonction de citoyenneté, y compris en termes de civilité en allant dans les écoles pour expliquer comment on se comporte. On a rencontré hier des grandes surfaces, notamment Carrefour. On n'a pas fait nos emplettes, on n'avait pas le temps, mais on a rencontré les responsables de Carrefour et puis du centre Leclerc pour voir de quelle manière accueillir dans la journée à des moments dédiés des personnes avec leurs proches qui ont besoin de faire leurs courses, qui veulent vivre aussi dans la cité. Bref, des choses extrêmement concrètes. Et donc j'espère que dès l'année prochaine, si on est d'accord à la prochaine université d'été à Nice, on pourra vous présenter un bilan, mais aussi des propositions concrètes, comment transposer dans la réalité, et pas uniquement dans la réalité professionnelle, confinée à l'espace de relations entre des spécialistes et puis des personnes malades chez elles, mais vraiment dans la cité. Je termine donc pour dire, notre université d'été, on a mis éthique, on aurait pu rajouter démocratique, politique, et on l'aurait fait davantage aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc vous êtes pour nous des envoyés spéciaux, j'allais dire des ambassadeurs de l'éthique sur le terrain, mais aussi des inventeurs de l'éthique. Il nous faut être inventifs de l'éthique, et notre université aura été une réussite, je pense, quand on en fera le bilan, si on a été inventif. Alors je ne dis pas transgressif, parce que ce n'est pas le terme que Fabrice utilise, il préfère le côté dérogatoire. Mais on a eu tout un débat sur des professionnels qui ont été transgressifs dans leur prise de décision, dans un contexte où des préconisations leur semblaient constituer des insultes à leur valeur. Et oui, si demain on arrive à être inventif, à produire à travers ce qui va se dire notamment dans les forums quelque chose d'original, ça aurait été, j'allais dire, notre déclaration de Nice qu'on présentera non pas cette année, mais l'année prochaine. Merci à toutes et toutes d'être là. Mes excuses à celles et ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'elles sont requises par d'autres urgences. Place à notre Pascal national maintenant,
puisque finalement, elle va intervenir dans le cadre de l'espace national de réflexion éthique des maladies neurodégénératives. Ensuite, je donnerai la parole à Fabrice Pascal. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est une place sur l'échiquier qui ne me convient pas trop, mais c'est comme ça. Donc, j'imagine aisément que ce n'est pas moi que vous attendiez ce matin. Excusez-moi, j'ai pris l'habitude de la voir. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'imagine aisément que ce matin, c'est pas moi que vous attendiez à cette tribune, à ce pupitre. En revanche, c'est avec un immense honneur que j'ai accepté de représenter donc Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Christian Estrosi est retenu en ce moment même sur le forum Transition. Il m'a chargé de vous rappeler combien il est attaché à toutes les actions qui pourront émerger de vos travaux et combien il est heureux et fier que cette université d'été se tienne dans notre belle ville de Nice. Et je vais vous dire merci parce que si j'ai bien compris, je pense qu'on va peut-être renouveler ça pour la 11e édition. Et je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Sachez que vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner tout au long de ces 2 journées, mais surtout pour poursuivre notre collaboration qui m'enthousiasme au plus haut point. Dans le contexte actuel, se recentrer sur l'essentiel et les valeurs fondamentales partagées me paraît être salvateur pour continuer à avancer en gardant le cap en ligne de mire. Nice, ville pilote pour une société solidaire et inclusive. Alors, au sujet de cette société inclusive qui est devenue un engagement qui est devenu central en France, et dès lors qu'on analyse, alors c'est vrai que c'est par là que j'ai commencé mon approche par rapport je vais dire le phénomène Alzheimer, parce que là, on ne parle pas vraiment de la pathologie, mais tout ce qui peut être accompagné à côté, qui occasionne un handicap. La question de l'accessibilité cognitive, notamment, elle devient vraiment centrale. Donc la ville de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur ont mené ces dernières années de nombreuses actions pour l'inclusion de ces personnes fragiles ou vulnérables, et donc même avec des pathologies associées. On y vient après, donc le soutien de leurs proches aidants aussi. Alors, il y a eu les mises en place de plans sur les maladies neurodégénératives qui ont fait qu'évidemment, il faut, en tant que collectivité, il faut qu'on suive tout ça. Mais je pense que nous, on a envie d'avancer en dehors de tout ce qui est en plus de toutes ces annonces, tous les plans, tout ce qui peut être décidé au niveau national. Nous, notre souhait, c'est de partir du terrain et de pouvoir construire. Donc, on a un soutien au niveau de la ville actif, au niveau de nombreuses associations. C'est vrai que le plus gros, le plus important, je dirais, est avec France Alzheimer 06, pour laquelle on a mis à disposition une villa communale au 5 avenue Béatrix, l'attribution d'une subvention de 6 000 € chaque année. Je suis désolée, mais là, comme je représente le maire, je suis obligée de dire des choses. C'est pas mon habitude, excusez-moi. Mais il faut ce qu'il faut, donc on va réduire pour pouvoir travailler le plus longtemps possible. Et après, il y a la mise à disposition de lieux d'accueil spécifiques. Il faut savoir, dans la ville, on a 5 accueils de jour, on a 35 EHPAD. On a le privilège d'avoir quand même l'Institut Claude Pompidou. Après, régulièrement, on participe et on crée des actions pour la Journée mondiale Alzheimer, excepté l'année dernière et cette année au regard de la pandémie, parce que c'est compliqué d'organiser quelque chose et de sortir toutes ces personnes des EHPAD, puisqu'on leur offrait une après-midi récréative. En revanche, on va avoir la Journée nationale des aidants, le 6 octobre, où on a de belles choses qui vont se présenter sur le territoire. On va signer une charte avec l'ensemble des partenaires associatifs qui sont avec nous au sein de l'adresse des aidants que nous avons créée donc en
inauguré en 2019. C'est un lieu de ressources qui est assez unique, je pense, et qui permet un accompagnement des proches aidants. Donc je dis bien aidants. Et c'est un endroit où on veut vraiment s'occuper des aidants et pas des aidés. Donc si vraiment quelqu'un toque à la porte avec son aidé, on ne va pas le mettre dehors. Mais l'idée, c'est vraiment de penser à l'aidant dans cet endroit. Donc c'est un endroit qui maintenant est géré par le CCAS. Et donc on a, je crois que j'ai répertorié, il y en a certains qui sont dans la salle, 16 associations partenaires. Et pour vous dire que on pense à... Il y a beaucoup de gens avec nous. Il y a l'ADAPI, il y a l'ADMR, le centre de prévoyance Bienveillir, AG Carco, Albatros 06, l'association Répit Aidant, Baluchon France, France Alzheimer 06, France Tutelle, la GPAM, jusqu'à la mort, on vous accompagne, Jalmav, la Ligue contre le cancer, les PEP 06, Trisomie 21, l'UDAF, l'UNAFAM. On a même la caisse primaire d'assurance maladie qui va arriver. Donc c'est pour vous dire que, et tout ça, c'est ouvert. Ce n'est que le début. On a aussi créé un site internet, aidant.nice.fr, qui permet de bénéficier de tous les bénéfices d'accompagnement accessibles sur le territoire niçois. Donc, on a créé un site internet parce que j'ai refusé de faire un catalogue qu'on puisse distribuer, parce que pour moi, une fois qu'il est édité, il est déjà obsolète. Et par contre, un site internet, on peut le mettre à jour régulièrement, et je pense que ça, c'est beaucoup plus pertinent. Alors, comme le disait Emmanuel, on a effectivement, le 9 septembre 2019, accueilli la rencontre Bâtir une société inclusive, organisée par le collectif Alzheimer Ensemble. Ça a été une journée d'échange, de réflexion autour du concept donc, de l'inclusion. Et c'était la première manifestation qui avait quand même réuni 170 participants au CUM, un peu plus loin sur la promenade des Anglais. Ce jour-là, il y avait eu le privilège d'avoir monsieur le maire. Voilà. Et la ville de Nice avait reçu pour son programme calmant, Culture, Art, Loisirs, Malade Alzheimer à Nice, le prix Alzheimer pour une société solidaire et inclusive qui avait été lancée par la Fondation de France et la Fondation Médéric Alzheimer. C'est un programme qui, malheureusement, aujourd'hui, ne fonctionne plus parce qu'on vit cette crise sanitaire, comme d'autres activités que nous avions créées à Nice, des ateliers mémoire qui permettaient aussi d'y rentrer dans le champ de la prévention, puisque sur l'ensemble des participants, il y en avait quand même 10% de personnes qui n'étaient pas aptes à les suivre. Et donc, on les orientait vers les centres de dépistage du territoire. Il y avait aussi, on avait mis en place une balade sur la coulée verte que vous avez peut-être rencontrée, traversée, avec tout un questionnement où on disait aux gens, vous pouvez vous asseoir à tel endroit, qu'est-ce que vous voyez? Si les réponses n'étaient pas bonnes, on leur faisait apparaître des réponses, et puis on pouvait repartir avec cette application chez soi parce qu'elle était gratuite, téléchargeable sur tous les appareils Android, en français, en italien, en anglais. Et là, c'est vrai que cette période sanitaire nous a un peu bloqués, et il va falloir qu'on travaille, qu'on réfléchisse pour pouvoir transposer tous ces programmes qu'on avait mis en place et qu'on a été obligé de mettre en sommeil. Et pour nous, ça va être un gros travail, un gros challenge. Et j'espère qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que j'assiste à vos 2 journées, parce que j'espère apprendre. Alors, je vais même participer à une table ronde où là, donc, je vous parlerai plus de ce qu'on a pu faire sur la ville de Nice et ce qu'on a pu en garder, parce que là, c'est plus du terrain, du concret. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Emmanuel, on a tout à construire, les feuilles de route sont à écrire, et nous, en tant que ville, collectivité, on n'est pas là pour imposer des choses. Et moi, j'attends beaucoup de ces 2 journées pour pouvoir recueillir
tout ce qui a été noté, tout ce qui peut manquer, tout ce qu'on peut apporter. Et nous, on est là en tant que collectivité pour essayer de créer. Donc, il est sûr et certain que pour nous, le diagnostic va permettre de construire la feuille de route et de pouvoir avancer. Donc cet événement, c'est vrai, cette 10e université va permettre de donner, je pense, un coup d'envoi à la phase, je dirais, plus pratique sur le terrain. Par contre, si vous êtes content de travailler avec nous, sachez que pour moi, alors je suis infirmière libérale de métier, votre rencontre pour moi a été très enrichissante et me permet de continuer à travailler, je dirais, au sein de la collectivité et de pouvoir avancer parce qu'en tant que professionnel, ce côté éthique, je ne l'avais pas et donc je vous en remercie. Et je vais m'éclipser pour laisser la parole aux autres. Et encore merci. Confidence, elle n'avait pas besoin de nous pour avoir effectivement cette dimension éthique. On l'a constaté dès notre première rencontre. Je vais demander à Fabrice Zil de me rejoindre, donc il est directeur adjoint de l'espace éthique, et avec Virginie Ponel, que je n'ai pas mentionné, qui est ici, et j'espère que vous pourrez aussi jacasser avec elle au cours de ces 2 journées. Alors, je ne sais pas si Catherine Olivet est dans la salle. Je ne l'ai pas vue, mais je m'en suis voulu tout à l'heure de ne pas avoir mentionné dans les piliers et j'allais dans les fondamentaux de l'espace éthique, et vous la verrez, Catherine Olivet, qui est à la fois la présidente du Conseil d'orientation de l'espace éthique de la région Île-de-France et qui est à vie présidente de France Alzheimer 93. Au demeurant, qui a des petits chiens très sympathiques qu'elle a laissés à Paris et qui la rendent impatiente de rentrer sur Paris. Je donne la parole à Fabrice Zil. Merci, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Vous allez être à peu près 300 ici à Nice et plus de 700 à distance. C'est notre 10e université d'été. On s'appuie sur des piliers, l'espace éthique azuréen, l'espace éthique méditerranéen. La ville, vous l'avez vu, je ne veux pas oublier le CHU et le rôle déterminant de Mathilde Maury et d'Olivier Guérin notamment. On s'appuie sur des associations, France Alzheimer 06, le groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes. On a des relais presse dont on est heureux, vous la verrez tout à l'heure, Nice Matin, La Croix, H-Village. On s'appuie surtout, Emmanuel l'a rappelé, sur les 70 intervenants que vous allez entendre à la tribune ici en plénière et dans les 2 après-midi dans les forums. Et vous l'avez vu sur le programme, on a la chance de bénéficier du haut patronage de la présidence de la République. Évidemment, il y a un plan maladie neurodégénérative qui s'est interrompu en 2019, qui se poursuit par une feuille de route qui a été présentée par le ministre des Solidarités et de la Santé début juin. Donc on est vraiment heureux aussi. Et puis on va écouter son allocution maintenant. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès d'Olivier Véran en charge de l'autonomie et quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions d'éthique. On y reviendra, qui devait être parmi nous aujourd'hui, qui est retenu à Paris pour le PLFSS et qui nous a adressé une vidéo que je vous propose de regarder maintenant. Monsieur le ministre, monsieur le maire, cher Christian Estrosi, cher Emmanuel Hirsch, mesdames, messieurs, chers tous. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir demandé d'introduire cette 10e université d'été, éthique et société. Mes premiers mots vont naturellement aux organisateurs de cet événement. L'Espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes, que je sais nombreuses aujourd'hui et que j'assure de mon soutien plein et entier. Permettez-moi d'avoir aussi une pensée particulièrement forte pour les millions de personnes concernées par les maladies neuroévolutives. J'aurais évidemment préféré être physiquement à vos côtés, mais il ne vous aura pas échappé que cette rentrée est particulièrement chargée et je n'ai malheureusement pas pu faire le déplacement. La crise sanitaire et les mesures de restriction qu'elle a engendrées nous ont durement éprouvés. Vous le savez mieux que quiconque. Les différents confinements ont eu des conséquences majeures sur la santé des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. La fermeture des établissements,
L'interruption des visites, la suspension de certains soins ont pu conduire à des situations humaines dramatiques. Face à ces situations, souvent douloureuses, les familles ont été en première ligne pour prendre soin de leurs proches. Je tiens très solennellement aujourd'hui à les saluer et à les remercier pour leur dévouement quotidien. Les professionnels ont également fait preuve d'un engagement admirable et sont restés présents aux côtés des personnes malades avec toute la compétence et le savoir-faire qui sont les leurs, garants des valeurs essentielles de notre société. C'est parce que l'éthique est avant tout ce qui permet de rendre les pratiques plus responsables, plus justes et plus respectueuses des personnes que j'ai souhaité confier une mission à Fabrice Xil pour soutenir l'engagement et la réflexion des professionnels. Je tiens à nouveau à le saluer et le remercier pour avoir accepté cette mission, ainsi que pour la grande qualité de la charte réalisée. Je suis par ailleurs très heureuse de constater que les sujets éthiques, que je sais tellement essentiels et pourtant si peu investis, prennent de plus en plus de place dans l'espace public. Le regain d'intérêt pour les questions éthiques est très encourageant quand on regarde les défis qui sont devant nous. Éthique et société, c'est le thème de vos rencontres et quel programme. J'ai le plaisir d'introduire cette rencontre, j'en aurai tout autant à prendre connaissance des échanges et conclusions de vos journées. Je l'ai dit, la crise sanitaire et les mesures de restriction ont considérablement perturbé le quotidien des personnes malades et parfois même engendré des ruptures de soins. Fruit d'un travail collectif, une feuille de route relative aux maladies neurodégénératives 2021-2022 a été présentée au mois de juin. Cette feuille de route arrive donc à point nommé et apporte des réponses solides à toutes les dimensions des maladies neurodégénératives, du diagnostic à l'adaptation du parcours du patient malade, en passant par la recherche et la démocratie en santé. Nous avons fait le choix de la concertation et d'objectifs partagés. Ce choix était indispensable. Il était nécessaire. Ces maladies concernent près de 2 millions de personnes en France. Nous ne parlons pas là d'un phénomène marginal, mais bien d'un enjeu sociétal majeur. Olivier Véran et moi avons par ailleurs demandé aux différentes parties prenantes à ce que cette feuille de route puisse être alimentée. Beaucoup de retours nous ont déjà été faits et nous ne manquerons pas de leur donner suite. La crise a également mis en avant la nécessité de reconnaître l'engagement quotidien des proches aidants auprès des malades. Nombre d'entre vous sont sortis épuisés, physiquement et moralement, par les différents confinements, pendant lesquels les accueils de jour et plateformes de répit étaient fermés. Je tiens à rappeler devant vous l'existence du congé de proche aidant, mis en place l'année dernière, que je vous invite à saisir parce que c'est un beau dispositif, un dispositif qui transforme la vie des proches et de l'entourage des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Un dernier mot pour saluer l'engagement de la ville de Nice pour devenir une ville inclusive aux maladies neuroévolutives. Nice a prouvé qu'elle était une ville résiliente, une ville forte, une ville capable d'affronter les défis de notre temps. Je ne doute pas que vous saurez inspirer d'autres communes. Il me reste à vous souhaiter de bons travaux tout au long de ces rencontres. Je vous souhaite une excellente université d'été et vous remercie. On a une tradition dans le cadre de nos universités d'été qui est incarnée par un artiste, un sculpteur qui va me rejoindre, c'est Jacques Gricourt. Et vous savez, on est comme une troupe de scouts. Quand je parlais de l'équipe qui, depuis des années, vient à l'université d'été, on se retrouve quasiment en troupe, en famille. Et on a décidé, quasiment au tout début de l'université d'été, d'avoir un grand témoin qui est notre totem. Alors, vous savez, dans certaines manifestations, le grand témoin intervient pour commenter. Lui, vous verrez dans un instant, il est grand témoin silencieux, mais très philosophe, vous verrez, très méditatif. Et dans sa tête, il a, à mon avis, le souvenir de tout ce qui s'est passé, puisqu'il a toujours été aux avant-postes sur la scène, amené par son créateur, Jacques Gricourt. Donc, je vais demander à Pascal de dévoiler, puisqu'on a une personnalité de la ville, une éminente personnalité de la ville de Nice, de dévoiler solennellement notre totem. Et ensuite, Jacques nous dira, avec son esprit de créateur et son engagement, puisque Jacques a suivi déjà 9 de nos universités d'été.
Alors soyez rassurés, j'imagine que certains sont surpris, surtout s'ils sont chez eux ou avec les équipes en train de regarder la statue. Et en fin de compte, il y a toutes sortes d'interprétations. Il y a une vraie exégèse et on prévoit un livre de 600 pages avec les interprétations philosophiques, esthétiques. Mais vous verrez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous aurez le droit tout à l'heure à la pause au selfie avec l'artiste. Jacques, le commentaire de cette œuvre. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors voilà, donc je suis un peu ému, mais bon, ça va aller. Donc je t'ai écrit un petit poème avec une amie. Alors voici l'heure d'une fin qui sonne cette année. Afin de poursuivre ton chemin, voilà la dernière université d'été que j'ai l'honneur de partager à tes côtés. Comme les 9 dernières années, moi qui n'ai manqué que la première, t'écouter chaque année me faisait redevenir étudiant. Il s'adresse au totem, soyez rassurés. Fidèle et assidu. De tes interventions, j'aimais tant le contenu et sans objection, ce qu'avant tout je salue, c'est ta pédagogie, ta philosophie, ta prévenance et bienveillance. Mes souvenirs m'amènent tendrement à l'issue d'un dîner qu'on a partagé. Avec le totem toujours, je précise. Université d'été de Lille, en 2014, tu m'as demandé de créer une sculpture dans laquelle je mettrais toute la nature de mon art si particulier et ainsi honorer le cerveau et ses excentricités. C'est à Nantes, l'année suivante, qu'elle deviendra le totem. Quelle belle histoire renouvelée depuis chaque année. Aujourd'hui, c'est par un poème que je célèbre de façon originale l'homme, l'ami, si peu banal, qu'à mes yeux tu as toujours été. C'est le totem, je précise. Pendant ces 20 ans d'amitié à la mode apollinaire, puissent ces vers en calligramme mêler et illustrer ton amour pour la littérature et ma soif de culture. Je rends ici et enfin hommage au courage de mon ami et de sa femme, moi qui n'aurai de cesse d'honorer votre humanité et loyauté, qui, en toute humilité, viennent couronner notre complicité. Toutes ces belles valeurs qui nous tient à cœur de partager, qu'il nous soit encore donné de savourer nos dîners en petit comité, ces instants de vie où, avec douce philosophie, on refait le monde sans guerre ni bombe. Merci Jacques Ricourt. C'est une œuvre, Voilà. On mettra, s'il est d'accord, Pierre-Emmanuel Bregeron mettra le texte avec la statue sur le site GR bien en valeur. Merci à Jacques Ricourt. Je regarderai tout à l'heure parce qu'il y a trop d'émotions, j'ai déjà la larme à l'œil. En tous les cas, vous pourrez regarder tout à l'heure la statue et essayer de faire des interprétations. On peut considérer maintenant qu'on a eu ce super propos, merci Jacques, ce super propos introductif et finalement assez personnel et très émouvant. On peut considérer que notre université d'été est ouverte. Je vais inviter Paul Louveil-Dubuc à venir et ne soyez pas surpris qu'on aborde les questions éthiques à travers l'aspect scientifique. C'est vrai que là, on voit le cerveau, et vous verrez que c'est un débat plutôt sur l'état de la science. C'est vrai qu'on parle de maladies neurodégénératives, on parle surtout de personnes malades qui vivent une maladie, mais il est intéressant, et ça a toujours été demandé dans notre université d'été, d'avoir des bons repères pour aborder cette université. Merci à toutes et à tous.